Merci et merci d'être avec nous sur Médian TV Afrique. Bienvenue dans Talk Afrique Presse. Au menu de ce nouveau numéro, le dialogue politique au Sénégal, relancé avec la convocation des 294 partis politiques légalement constitués par le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye en charge de l'organisation des élections. Une rencontre prévue le 21 novembre prochain ici à Dakar pour échanger sur le processus électoral. Également dans ce numéro de Talk Afrique Presse, il sera question de la présidentielle au Libéria. Aucune nouvelle date n'a encore été fixée pour le second tour qui devrait opposer en principe ce mardi l'ex-star du football Georges Weah au vice-président sortant Joseph Boakai. Et pour cause, la Cour suprême a tout simplement suspendu sine die le processus électoral suite à la saisine de Charles Bruskin du Parti de la Liberté pour dénoncer ce qu'il a qualifié de fraude et des irrégularités. Pour en parler, nous aurons le plaisir de recevoir sur ce plateau Pierre Ahmed Ba, président de Modernise Intelligence Group. C'est bien cela, Pierre? C'est bien cela. Bonjour, Pierre. Bonjour. Avec nous également sur ce plateau, Ali Fari Ndiaye, analyste politique. Ali Fari, bonjour. Bonjour. Alors, messieurs, l'actualité au Sénégal, elle est marquée, dominée plutôt par la politique, avec la convocation du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, en charge de l'organisation des élections des 294 partis politiques légalement constitués, et c'est pour échanger sur le processus électoral. Un appel qui intervient à juste moins de 2 ans de la prochaine présidentielle prévue en 2019. Pierre Mohamed Ba, comment appréciez-vous cet appel au dialogue? Alors, moi j'aimerais bien qu'on clarifie certaines choses. Est-ce que c'est un appel au dialogue politique ou est-ce que c'est une convocation des partis politiques pour mettre en place le processus électoral, donc pour discuter du processus électoral? Parce qu'il me semble que le président de la République, lors de la fête de l'Eid el-Kabir, il n'y a pas longtemps, il y a moins de 3 mois, avait lancé un appel au dialogue politique. Je pense qu'il est du ressort du chef de l'État de lancer un dialogue, un appel au dialogue politique dans la mesure où il est chef de parti. En plus de cela, il est président de la République, donc il peut directement s'adresser aux autres chefs de parti et discuter de certaines questions qui sont d'ordre politique. Quant au ministre de l'Intérieur, il est ministre de l'Intérieur, donc il n'est pas chef de parti et il n'est pas de son ressort, à mon avis, d'appeler à un dialogue politique. Par contre, il est de son ressort dans la mesure où, dans notre pays, il y a le ministère chargé des élections et le ministère de l'Intérieur, en général, organise les élections au Sénégal. Donc, je comprendrais mieux qu'il s'agisse en fait d'une convocation de l'ensemble des acteurs du processus électoral pour discuter, parce que le processus électoral a été entaché dernièrement, lors des élections législatives, a été entaché de certaines irrégularités, notamment à commencer d'ailleurs par la production et la distribution des cartes d'électeurs et cartes d'identité nationale. Raison de plus pour convoquer les acteurs ou les parties prenantes. Mais à ce moment-là, ne parlons pas de dialogue politique. Ah oui. Bah oui, il faut être cohérent. Parler de dialogue politique, c'est autre chose. Parler de dialogue politique, c'est voir dans quelles conditions les différents leaders, les ténors du paysage politique sénégalais pourraient discuter et trouver un consensus sur plusieurs questions. C'est de ça, par exemple, alors il n'est pas de son ressort. It doesn't make sense. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens qu'Aly Ngouille Ndiaye va lancer un appel à Abdoulaye Wade pour discuter de quoi? Parce qu'il est le chef d'un parti politique, quand même que le parti est dans l'opposition. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me suivez? Je dis, et c'est très clair dans ma tête, je dis qu'il y a 2 choses. Il y a un appel au dialogue politique qui est un appel à l'apaisement du climat social qui est en ce moment très tendu parce que tout le monde est fâché. Et il y a un appel ou une convocation à la discussion, à une discussion qui porterait sur le processus électoral, dans la mesure où, vous venez de le dire, nous sommes à presque moins d'un an de l'élection présidentielle. Vous me comprenez? Donc, à mon avis, il n'est pas du ressort d'Aly Ngouille Ndiaye de parler de dialogue politique. Donc, je pense qu'il y a mélange de genres à ce niveau-là.
Donc, moi, c'est mon point de vue. Hein. Il y a, à mon avis, mélange de genres à ce niveau-là. Maintenant, si on parle de dialogue politique, là, on peut développer. Si on parle de processus électoral, on peut développer. À mon avis, c'est deux sujets qui n'ont rien à voir. Alors, Ali Faridjaï, un appel lancé par le ministre de l'Intérieur en charge de l'organisation des élections. C'est vrai que le président de la République, Pierre l'a rappelé tantôt, a réitéré cet appel à l'occasion de la fête de Tabaski. Aujourd'hui, dans le contexte politique actuel, est-ce que les conditions nécessaires à un dialogue sincère et constructif sont posées? Je vous remercie, M. Diallo, de l'invitation et je salue M. Pierre Ba qui partage avec moi ce plateau-là. Je crois que je suis d'accord avec Pierre que l'initiative du dialogue politique doit être lancée par le président de la République parce que c'est lui-même qui est l'incarnation de la nation, c'est lui le maître du jeu. Mais son ministre de l'Intérieur, qui a la prérogative de créer les concertations avec les partis politiques, qui sont du reste, lesquelles concertations sont une règle au Sénégal. Parce que vous savez, il appartient au ministre de l'Intérieur de convoquer les partis politiques pour échanger sur un certain nombre de questions qui sont liées avec les processus électoraux. Donc, ce ministre, en tant qu'instrument d'exécution des instructions du président de la République, peut, si le président lui autorise, rappeler, convoquer les partis politiques et échanger avec eux sur un certain nombre de questions qui peuvent être des préalables au dialogue que le président a l'autorité d'organiser. Mais en tant que ministre de l'Intérieur, on l'a vu depuis tous les ministres de l'Intérieur, ils ont le prérogative de convoquer tous les partis politiques, d'échanger sur les questions électorales, d'autant plus qu'on vient de sortir des élections qui n'étaient pas bien organisées et qui sont la conséquence peut-être d'un réaménagement qui a eu lieu au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc je crois qu'au-delà des prérogatives régaliennes de la gestion de la sécurité, de la gestion des questions sécuritaires, des questions de transsouverain et lutter contre le terrorisme, il appartient au ministre de l'Intérieur de créer des cadres de concertation avec les partis politiques. Mais l'initiative du dialogue doit venir du président. Lui, en tant qu'instrument d'exécution des décisions du président, peut en être le relais au niveau de la classe politique. Sauf que là, l'opposition, de façon générale, pose un préalable selon lequel il faudrait d'abord un ministre neutre qui n'est pas d'un parti au pouvoir ou de la mouvance présidentielle pour prétendre organiser ces concertations. À votre avis, est-ce que ce n'est pas biaisé d'une part ou ce n'est pas pris d'avance? Je crois que le fait de poser un certain nombre de revendications sur un certain nombre de prérogatives qui sont des prérogatives institutionnelles du président de la République, parce que dans une république comme le nôtre, les ministères de souveraineté, c'est du domaine du président de la République. Donc c'est à lui de choisir quelles sont les personnes en mesure de gérer le ministère de l'Intérieur. Mais sur la question des élections, il y a un certain nombre de propositions qui sont faites. C'est vrai qu'on a l'habitude, avec Abdoulaye Wade, après un certain nombre de démarches, on a eu à avoir un ministre des élections qui organisait les élections à côté du ministère de l'Intérieur. Et là également, c'est parce qu'il a accédé à la requête de l'opposition dans laquelle figurait l'actuel président Macky Sall. Oui, tout à fait. Donc cela a eu lieu avec Abdoulaye Wade. On a aussi, avec le président Diouf, eu le privilège d'avoir un ministre de l'Intérieur qui n'était pas politiquement impliqué, qui était un ancien général, donc issu de l'armée. Donc je crois que sur cette situation spécifique, j'ai entendu le ministre Aly Ngouille dire qu'aucune sur l'appel au dialogue est le premier préalable, l'appel à la concertation, parce que c'est de cette concertation qu'un certain nombre de propositions peuvent être trouvées. Et je crois que sur la question des élections, c'est vrai qu'une bonne partie de la société civile est pour une autorité pour organiser les élections. L'opposition pense qu'il faut une personnalité civile pour organiser les élections. Mais l'expérience a montré qu'au Sénégal, le ministre de l'Intérieur n'a pas d'impact sur les processus électoraux et n'a pas d'incidence sur les résultats des élections. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Que le ministre soit de l'APR ou qu'il ne soit pas de l'APR, si une volonté forte est exprimée au niveau des élections, il ne peut pas empêcher au président de la République, il ne peut pas empêcher aux institutions de régler la question des élections. Parce que c'est une question qui n'est pas exclusivement sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Il y a des organes de supervision et de contrôle qui sont là depuis longtemps. On a la Sénat aujourd'hui. On avait l'ONEL au temps d'Abdou Diouf. Et ceux-là supervisent avec la société les processus d'élection du début jusqu'à la base. Donc je crois que le fait de poser un préalable qui est du ressort du président de la République peut être un obstacle au dialogue. Mais est-ce que, Ali, la Sénat n'a pas objectivement monté ses limites
en attestent. Les dernières législatives, vous l'avez rappelé tantôt, qui ont été entachées par quelques irrégularités. La Sénat d'ailleurs a été un peu critiquée par certains observateurs, notamment de l'organisation de la société civile. D'où la pertinence de cette concertation. Parce que je crois que depuis les élections législatives, on n'a pas eu un débat avec tous les acteurs politiques pour évaluer les élections. Il faut d'abord une évaluation des élections législatives. Ces évaluations doivent se faire avec la présence de tous les partis politiques, la présence des organes de contrôle comme la Sénat et la présence de la société civile. Et je crois que c'est cette première étape-là qu'il faut maintenant aider à créer, afin de constituer la responsabilité des uns et des autres. Et ce n'est que sur cette base-là qu'on peut identifier clairement la responsabilité du Sénat, la responsabilité de l'administration dans le fonctionnement, la responsabilité de la direction de l'automatisation des fichiers qui étaient responsables de ces cartes électorales-là qui ont créé un précédent grave. Donc c'est pourquoi je pense que, et je l'ai dit, la présence, l'appel du ministre de l'Intérieur doit être saisi comme une opportunité pour la classe politique. Échanger sur les questions et voir sa capacité à faire bouger les choses au niveau du président de la République. Mais la démarche nihiliste qui consiste à rejeter a priori les choses n'est même pas... Les ténors de l'opposition, comme le Parti démocratique sénégalais, a toujours eu une démarche républicaine. Au moment où, rappelez-vous, dans les différents combats qu'ils ont eu à faire, quand le PAI, quand les partis de la gauche étaient pour le boycott, le PDS était toujours partie prenante de toutes les initiatives, avec le pouvoir et participer aux élections. Donc je crois que la situation actuelle, eu égard à cette cohérence, pour être cohérent avec la ligne politique de la force principale de l'opposition, qui est le Parti démocratique et son leader, je crois que des initiatives peuvent être données. Une opportunité de concertation avec les partis pour discuter, des failles flagrantes et qui n'ont pas fait l'image du Sénégal pendant les dernières élections, les problèmes que nous avons eu avec les questions du fichier électoral, et la question des cartes d'électeurs et tous les manquements et situer les responsabilités. Je crois que même s'il n'y avait pas de dialogue politique, une telle initiative est à saluer parce que ça permet de poser un large et frais débat entre les différents acteurs du politique. Or, la démocratie, comme on le connaît tous, c'est le conflit, le consensus et le compromis. Donc, le conflit, c'est les élections. Il est le temps maintenant que les gens parlent des conditions. Alors, Pierre Amer, c'est vrai qu'il y a une opportunité que devrait saisir l'opposition pour discuter de certaines questions. Déjà, le secrétaire général national du PDS, le parti le plus représentatif de l'opposition, a annoncé la couleur, Maître Abdoulaye Wade, dans l'occurrence, qui a clairement indiqué qu'il ne prendrait pas part à ces concertations. Finalement, on appelle au dialogue ou des concertations sans l'opposition ou le parti d'opposition le plus représentatif? Non, en fait, moi, je pense que le débat, il est biaisé à la base. Ah oui. Maître Wade dit exactement « je ne participerai pas au dialogue ». Et là, on parle d'un Premier ministre qui convoque les partis politiques. Parce qu'en fait, ce n'est même pas une opportunité, ça se fait depuis de tout temps. Il n'y a aucun gouvernement au Sénégal qui a organisé des élections tout seul, à ma connaissance. Je pense que ce n'est pas une opportunité. Ali Ngouille n'a pas réinventé la roue. Ça doit se faire et ça se fait. Ça se fera avec ou sans lui, avec ou sans son consentement d'ailleurs. Parce qu'on ne les laissera pas organiser des élections comme ça, comme s'ils étaient, ils s'enfermaient dans une tour de Babel pour organiser des élections. Non, ça ne se passe pas comme ça au Sénégal. Nous sommes un pays démocratiquement très mature et je pense que le Premier ministre, c'est un effet de communication, peut-être qu'il a voulu se donner autant, voilà, le ministre de l'Intérieur, autant pour moi, se donner de l'importance, tout ça. Je relance le dialogue politique, mais de quel dialogue il parle? Il parle de quel dialogue? Aujourd'hui, il y a des questions qui sont latentes, que personne ne traite. Il va dialoguer avec qui? Aujourd'hui, je pense qu'il y a, depuis les élections législatives, une question de légitimité éthique pour le président de la République et ses partisans. Pourquoi je parle comme ça? Pourquoi je parle comme ça? Parce qu'ils ont gagné les élections, mais pas avec la manière. Ça, c'est d'un. De deux, ils ont fait 44%. Pour quelqu'un qui va aux élections dans un an. Mais avec quel taux de 49%. Avec quel taux de participation? Avec quel taux de participation également? Voilà. Oui, quel taux de participation? Pourquoi il n'y a pas de taux de participation? C'est de leur faute. Ils ont montré leurs limites objectives. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que jamais dans l'histoire du Sénégal, on a eu des gens aussi incapables à organiser des élections. C'est ça la vraie question. Pourtant, dans mais souvenez-vous, même les observateurs... Je parle de faits. Attendez un instant, je parle de faits. Nous avons tous entendu parler des cartes d'identité retrouvées dans des poubelles. C'est vrai ou c'est faux? Nous avons tous entendu parler des cartes d'identité déterrées.
et des cartes d'électeurs. Donc, il y a un réel problème. Est-ce que c'est un fait manifeste ou pas, ou le fait est manifeste? Est-ce que c'est un fait délibéré ou pas? Ça, c'est une autre question sur laquelle je ne peux pas me prononcer. D'accord. Donc, la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu de la situation politique actuelle, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de renouer le dialogue, surtout avec les acteurs de la société civile? Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, ces concertations ne doivent pas transcender des partisans politiques? D'accord. Donc là, vous posez deux questions. La première, est-ce qu'il y a nécessité de dialogue politique? Ma réponse est claire, oui. Il y a nécessité de dialogue politique. Et l'autre question? D'accord. Donc l'autre question, est-ce qu'on ne doit pas aller vers des concertations avec les acteurs de la société civile? Bien entendu, mais ça va de soi. C'est ce que je suis en train de dire. Je dis, ça va de soi. Maintenant, est-ce qu'il y a nécessité de dialogue politique? Oui, il y a nécessité de dialogue politique. Il y a nécessité de dialogue politique. Pourquoi? Parce que il y a des préalables. Aujourd'hui, vous allez dialoguer avec les partisans de Khalifa Sall, ils vont poser un préalable. Libérer Khalifa Sall. Vous allez convoquer Abdoulaye Wade à la table du dialogue. Qu'est-ce qu'il va dire? Rendez à Karim Wade, c'est bien. Rendez-lui sa légitimité politique. Pourquoi? Parce que voilà un gouvernement qui est depuis là. Et nous sommes en train de vivre les conséquences de leurs premiers actes. Leurs premiers actes sont en train de les suivre. Voilà un gouvernement qui a... On y revient, on y revient parce que nous sommes très rapidement, quelques secondes pour clore ce chapitre. On peut, comme disait l'autre, we can disagree without being disagreeable. On peut ne pas être d'accord sans être détruit. Je ne saurais être d'accord avec ce qu'il a dit, pour deux raisons principales. La première, c'est que ce gouvernement, en créant des cadres de concertation, et créer un précédent grave et anticiper sur des conflits. Nous étions là quand Abdoulaye Wade, le 23 juin, quand Abdoulaye Wade a créé une situation sans concertation qui a failli créer des clivages qui allaient amener le pays dans le chaos. La première chose. La deuxième chose, c'est que tout simplement, pour connaître bien Aly Ngouille et avoir été dans son cabinet au ministère de l'Industrie pendant un temps, connaître l'homme, je sais que c'est quelqu'un qui est d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit, au point que quand les gens ont pensé qu'en sortant Abdoulaye Daouda Diallo, vous mettez Aly Ngouille, c'est la même chose, ce n'est pas du tout la même chose. Je crois que c'est quelqu'un qui... Les faits sont ils sont de la mouvance. Oui, ils sont du parti au pouvoir. Ils gèrent ce pays de manière responsable et ils sont loyaux vis-à-vis du président de la République. Mais sur les questions d'élection, il y a deux approches à faire. La première, c'est que en tant que ministre de l'Intérieur, instrument d'organisation de ce qui peut être le dialogue avec le président, il se doit préalablement d'avoir une concertation franche et directe. Ali Farid, l'actualité en débat, c'est également la présidentielle au Libéria. Nous le disons à l'entame de cette émission Talk Africa Press. Aucune nouvelle date n'a été fixée pour le second tour qui devrait en principe opposer ce mardi l'ex-star du football Georges Weah au vice-président sortant Joseph Boakai, arrivé deuxième au premier tour. Et pour cause, la Cour suprême qui a suspendu sine die le processus électoral parce que tout simplement le président ou le candidat du Parti de la Liberté, Joseph Boakai, arrivé en troisième position au premier tour, a saisi cette haute juridiction pour dénoncer ce qu'il a qualifié de fraude. Avant d'aller dans le vif de ce sujet d'actualité, nous allons d'abord regarder cet élément de Fayrouz Ben Taleb. Il est interdit à la Commission électorale nationale de tenir le second tour de l'élection jusqu'à ce qu'elle ait examiné les recours du candidat arrivé en troisième position lors du premier tour, Charles Bromskin. Telle a été la déclaration lors d'une audience très attendue et plusieurs fois reportée du président de la Cour suprême, Francis Corkpor. Il est interdit à la Commission de procéder au second tour de la présidentielle jusqu'à ce que la plainte déposée par les pétitionnaires fasse l'objet d'une enquête. Étant donné le caractère critique de la plainte, faisant l'objet de la présente procédure et de ses répercussions sur la gestion des affaires publiques, la Commission est chargée d'accorder une attention urgente à la rapidité de l'audition à mener. Tel est l'ordre donné.
Le Parti de la Liberté, la formation de Charles Bromskin, a avoir obtenu 9,6% des suffrages lors du premier tour le 10 octobre dernier, loin derrière George Weah et Joseph Boaké, avait dénoncé des fraudes et des irrégularités. Il réclame que l'ensemble du processus électoral soit remis à plat. Dans son arrêt, la Cour suprême enjoint la commission électorale à examiner la plainte déposée le 23 octobre par le Parti de la Liberté. Selon la Constitution, la commission dispose d'un délai de 30 jours pour le faire, soit d'ici le 22 novembre. Avant ce dénouement, l'ancienne star du football George Weah devait concourir face au vice-président Joseph Boaké lors du premier transfert démocratique du pouvoir libérien en plus de 70 ans, alors que la lauréate du prix Nobel, Ellen Johnson, démissionne du poste présidentiel après 2 mandats. Pierre Ahmed-Ba, nous venons de regarder ensemble cet élément de Férouz Ben Taleb sur la décision de la Cour suprême de suspendre le processus électoral. Votre premier commentaire? Alors, moi, je pense que la situation du Libéria est une situation très étriquée parce que ça me rappelle à plus d'un titre les élections de 2010 en Guinée-Conakry, où les élections sont tenues le 27 juin et où la fin du processus a eu lieu au mois de décembre, tout simplement parce qu'il y a eu 6 mois entre le premier et le deuxième tour. Et ça a été pas du tout favorable à Cellou Dalein Diallo, qui était bien parti, qui avait au moins plus de 20% de voix au premier tour que Alpha Condé. Et c'est Alpha Condé qui, au bout de 6 mois, s'est retrouvé élu président de la République de la Guinée. Et ironie du sort, aujourd'hui, Alpha Condé est le président en exercice de l'UA, et c'est lui qui va, dans une situation presque similaire, qui va devoir éteindre le feu ou en tout cas rééquilibrer sauf qu'il n'y a pas encore de feu. Les débats. Non, mais il y a le feu parce que si des élections sont entachées d'irrégularités au point que la Cour suprême... D'irrégularité présumée parce que juste la Cour suprême a donné à la commission électorale un temps pour examiner le recours introduit par Charles Bromskin. Ça veut dire que donc, jusqu'ici... Ça veut dire qu'il y a, des contestations. Non, on ne va pas parler de procédure, ça veut dire qu'au moins il y a... le dossier est déclaré recevable. Déjà, donc ça a été passé à l'étude. Hein? On ne va pas passer sur les questions procédurales. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, George Weah est arrivé en tête. On ne sait pas encore ce qui va se passer et il y a plein de questions. Il y a la question de l'épouse de Charles Taylor qui est en train de tirer sa peine, comme on appelle ça à la CPI. Il y a aussi il y a beaucoup d'intérêts en jeu. Hein. Aujourd'hui, il y a les intérêts francophones. George Weah est accusé d'être un peu tiré vers le monde francophone. Il y a les intérêts anglo-saxons, parce qu'en fait, il y a le monde Nimba et sur les 2 versants, il y a des compagnies minières. Les unes sont françaises, les autres sont anglo-saxonnes. Donc, il y a plein de choses. Aujourd'hui, est-ce que je peux tirer un commentaire comme ça? Je ne sais pas sur quoi je vais commenter. Parce que cette élection, à plus d'un titre, est un cas d'école, à mon avis. C'est un cas d'école. Voilà, pour la première fois au Libéria, celui qui va occuper, et on le sait, celui qui va occuper la présidence de la République sera issu des ethnies défavorisées. De 2, donc ce ne sera pas la minorité descendante d'esclaves qui a pratiquement toujours occupé le pouvoir, sauf lors des putschs. Et puis, il y a aussi la question Taylor. Les Américains n'aiment pas trop le fait que George Weah ait appelé Taylor, etc., etc. Et puis, il y a aussi, la question du fait que l'ex-vice-président aujourd'hui qui doit challenger, moi je le prends pour le challenger, hein, donc accuse Ellen Sirleaf Johnson de soutenir Weah, donc et on est parti même jusqu'à parler de révoquer les membres de la commission. Donc il y a beaucoup de choses. Alors il y a beaucoup de choses. Ali Farendiaï, cette situation au Libéria avec le verdict de la Cour suprême rendu hier, qu'est-ce qu'elle vous inspire cette situation comme commentaire? En tout cas, le verdict de la Cour suprême a créé un certain nombre d'interrogations et de soucis que Pierre a soulevés, que nous devons tous avoir. Parce que je crois que le Libéria, il faut aider le Libéria à cette situation. Parce que ce qui n'est pas souhaitable,
Mais avant de poursuivre, comment l'aider à sortir de cette situation? C'est effectivement ce qu'on va essayer de voir. Parce que le Libéria est une nation fragile qui a connu la guerre civile. Et comme vous le savez, George Weah vient de la tribu Khan, des tribus autochtones qui n'ont jamais eu à exercer le pouvoir au détriment des Américano-libériennes qui ont toujours eu le privilège d'être dans les bonnes écoles et diriger le pays. C'est pourquoi le premier Américano-libérien qui a eu à être président, c'était Samuel Doe, il a eu à travers un coup d'État. Et donc l'opportunité que George Weah a pour permettre aux tribus locaux d'avoir la chance enfin de prendre le pouvoir, c'est cette opportunité-là qu'il ne faut pas laisser filer au motif tout simplement qu'au-delà des questions de politique, il y a les Américano-libériennes qui veulent se retrouver pour conserver le pouvoir. C'est ça le souci de la sociologie politique libérienne. Et il faut l'éviter. Il faut souhaiter que cela puisse aboutir. C'est pourquoi quand Pierre a parlé de l'exemple de Cellou Dalein Diallo, je pense qu'on n'en arrive pas à cette situation-là. Pour la seule et seule impression que le Libéria, comme certainement le Kenya et une bonne partie des pays anglo-saxons, la Gambie, dont j'ai eu à faire beaucoup d'études, c'est des pays où les questions de partis politiques ou les questions de démocratie sont rooted sur des bases claniques, ethniques et tribales. C'est pourquoi c'est souvent difficile de créer des schémas de cohésion. Et cela date du système indirect anglophone, qui, à l'avantage de nous francophones, avec les politiques d'assimilation, nous ont permis de régler un certain nombre de questions tribales dès les indépendances. Eux, ils sont à ce stade-là et malheureusement, c'est ce qui fait qu'une bonne partie des processus et des leaders, que ce soit au Libéria, que ce soit au Kenya, sont tout simplement des leaders qui sont identifiés souvent comme des leaders de communauté. Mais l'avantage du ticket de Weah, c'est qu'effectivement, il a eu comme colistier la femme de Charles Taylor, qui est aussi américano-libérienne. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec ce ticket, une bonne partie du Libéria peut se trouver à travers cette candidature si par extraordinaire, George Weah permettait à remporter l'élection. De 2005, c'était le même scénario. C'est ça. Maintenant, ce qui est souhaitable, c'est tout simplement que la CEDEAO puisse anticiper pour éviter les clivages qui ailleurs ont fait des ravages. La CEDEAO doit anticiper pour que les recours qui sont introduits par l'ancien vice-président qui est venu en 3e position, que ces recours puissent être évalués objectivement pour permettre au processus de continuer. Et j'ai été très content de voir que l'avocat de George Weah qui représente la commission a clairement pris cela comme une bonne opportunité pour continuer à motiver les électeurs. Parce qu'il sait tout simplement que dans ces genres de situations, tu ne peux pas créer une situation ou un antécédent qui va te défavoriser alors que tu as l'avantage comparatif. C'est clair. Merci Ali Faringa. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci également à Pierre Ahmed-Ba, président de Modernis Intelligence Group. Merci messieurs. C'est fini pour ce numéro Talk Africa Presse. Merci également à vous d'avoir été des nôtres et grand merci également aux équipes techniques et rédactionnelles. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro.